D'avoir mis à notre disposition ce site pour nous permettre de présenter notre livre, cet ouvrage qui est La Route des Moulins, Caraïbes d'Europe, qui est issu donc du colloque international que nous avons organisé il y a exactement 3 ans, c'est en janvier 2020, et qui donc issu de ce colloque, et qui est le fruit du travail que nous avons fait depuis 21 ans exactement. Donc, je profite aussi de l'occasion pour remercier tous les collègues depuis 21 ans qui ont été à mes côtés, et à travers celui-ci, c'est aussi leur entourage. Voilà, alors merci à monsieur le président du conseil départemental d'avoir bien voulu mettre à notre disposition ce site pour nous permettre de présenter ce livre. Alors, j'affirmais lors du colloque international, donc en janvier 2020, consacré au moulin de Margalante, qu'il est des jours où l'émotion prend rendez-vous avec l'histoire. Nous le vivons ensemble encore aujourd'hui, un moment fort. L'objectif avoué est d'une part de mettre en relation l'ensemble des acteurs ayant un lien avec les moulins à travers un réseau international de partage et d'échange, d'expériences autour des dynamiques patrimoniales, culturelles, touristiques et économiques. Et d'autre part, de transmettre aux plus jeunes, aux élèves, aux étudiants. Souligner le travail acharné de la SVP qui depuis plus de 20 ans œuvre justement pour sortir ces moulins à la fois de l'anonymat et de l'abandon. Et cet ouvrage-là qui est la deuxième étape après le colloque qu'on avait eu il y a 2 ans, juste avant la pandémie, et qui était un grand moment hein, de la vie même de l'écomusée, je dirais, parce que c'était un colloque international. Et donc cet ouvrage-là qui sort, c'est formidable, je félicite l'association et vous tous qui êtes là. Voilà, je vous remercie. Tellement heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Et je crois que c'est une partie du chemin que nous avons accompli ensemble. Faire sortir un ouvrage, un des premiers d'ailleurs, sur la route des moulins. Ce n'est pas chose facile. Je vous laisse imaginer le travail acharné des défenseurs donc, du patrimoine. Certains moulins. On a eu l'aide donc de M. Ekem, qui représente le président de la Fédération française des moulins, qui était présent ici et qui nous a expliqué qu'un moulin, eh bien, il faut qu'il y ait derrière un projet économique. Ce n'est pas tout d'abord un moulin, mais il faut que le moulin puisse vivre. Et aujourd'hui, eh bien, les projets dans certaines régions françaises, c'est de refaire vivre, par exemple, eh bien, des productions où on va faire tourner le moulin et où on va produire donc, de la farine. On va faire fonctionner le moulin pour utiliser pour de l'énergie. On va faire fonctionner le moulin pour produire de la valeur économique. On va faire fonctionner le moulin pour en faire, pourquoi pas, eh bien, un centre d'animation touristique, un hôtel, etc. Donc,
Ils nous ont montré un peu toutes les pistes qui existent. Et c'est pour ça que ce projet, c'est la route des moulins Caraïbes-Europe. Nous avons des expériences qui ont déjà été réalisées, très concluantes ailleurs, et qu'on pourrait effectivement, dont on pourrait s'inspirer. Et ce qui est aussi magnifique dans cette histoire, et c'est pour ça que je parle de l'intelligence des anciens, eh bien, à Marie-Galante, il y a une énergie qui est stable. Et cette énergie qui est stable, c'est le vent, l'énergie ionique. Alors pour aujourd'hui, vous savez, le problème qu'on a avec l'augmentation du prix de l'énergie fossile, à l'époque on avait écrit cela, il n'y avait pas encore la crise ukrainienne. On se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, on ne peut plus faire l'économie des énergies renouvelables. Et là, eh bien, on a fouillé, on a eu l'aide de Jean-Claude Favre, qui est lui-même un hôtelier du moule, et qui nous explique comment eh bien, ils ont développé des projets avec des énergies renouvelables, en collaboration. D'ailleurs, ils travaillent avec l'université, notamment avec l'école des ingénieurs. Donc on peut imaginer demain utiliser ces moulins, refaire une coiffe. Donc dans le livre, vous avez des exemples concrets, des plans de financement pour donner une deuxième vie plus économique aux moulins à partir de l'énergie renouvelable. Et ça, je pense que c'est un véritable défi. Et c'est pour ça que je parle des moulins de demain. Ben, les moulins de demain peuvent être également une source de développement économique. Je voudrais juste dire qu'au sein de la SVP, et tous ceux qui nous accompagnent, nous sommes prêts à faire ce travail. Tous les partenaires de la Caraïbe, alors déjà on va dire de Marie-Galante, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Caraïbe et ceux d'Europe, ils attendent que cela, que nous puissions commencer le travail. Merci, Président Fondano, pour cette invitation. Je venais avec une délégation de membres du Conseil de la culture, d'éducation, de l'environnement, il y a une dizaine. Voilà, parce qu'on tenait à être, comme Joël, qui est vice-président d'ailleurs de ce conseil, et donc on tenait à être avec vous aujourd'hui, parce que vous avez donc parlé du patrimoine culturel, historique, et il est en lien aussi avec le patrimoine naturel. On voit souvent autour des moulins qu'il y a de très belles mares, de très beaux écosystèmes, et que nous faisons bien entendu ce lien, puisque ce sont nos champs de compétences. La culture, l'environnement, l'éducation, tout cela participe à notre cadre de vie, bien sûr, et vous l'avez bien expliqué, peut-être un support de notre économie, un support de notre identité, et donc nous sommes tout à fait heureux d'être avec vous, de vous accompagner dans cette démarche en tant que Conseil de la culture, de l'éducation, de l'environnement, parce que nous pensons effectivement qu'il faut donc bien connaître le territoire, partager la connaissance, c'est ce que fait ce livre, voilà, du territoire, pour pouvoir le préserver, pouvoir le valoriser. Et donc, nous sommes très heureux d'être avec vous, à vos côtés, dans le cadre de cette route des moulins, qui peut être aussi la route des mares ou la route de nos patrimoines, tout simplement. Félicitations, et c'est un travail effectivement sans faille que vous menez depuis de longues années, et franchement, c'est tout à votre honneur. Aujourd'hui, de mon point de vue, je reste attaché au moulin qui reste un élément technique. Faire lumière, faire sirop, faire tout ça, mais habillé, je veux bien moi. Mais je découvre un lien qui est peut-être réducteur. Je dis que si vous restez à Marie-Galante, avec les moulins de Marie-Galante, autour de Marie-Galante. Bonjour, comme l'un des rapporteurs, je voulais juste prolonger la discussion sur le fait que c'est intrinsèque à ces personnes, ces personnalités, les moulins, ils ont grandi dedans, donc ils ont épousé tout ça. Ça a peut-être été aussi des lieux d'inspiration, par exemple de M. Tyrolien, et ils ont grandi avec, donc on n'a pas cherché le lien il est là, il est de fait. Par ailleurs, on peut imaginer d'autres types d'activités autour de ces moulins, tels l'agriculture biologique, faire des petits jardins où on pourrait servir certains mets autour de ce qui a été récolté, puisqu'il y a en général des mares autour aussi.
On pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Mettre un jardin d'aquaponie, c'est-à-dire mettre des petits poissons dedans et pour enrichir la terre et faire plein d'activités autour de ces moulins. Il y a 10 000 choses à faire. On est dans une ère où tout le monde cherche le bien-être. Des groupes pourraient venir aussi, par exemple ceux qui pratiquent le yoga, la méditation, les choses comme ça pourrait servir à ça aussi. Alors bonjour à tous. Bonjour. Alors Pierre Kafourné, je suis retraité et j'ai travaillé pendant de longues années sur le site pour le compte du conseil départemental. La température moyenne assez élevée, l'île ne possède que des rivières à écoulement temporaire. L'eau douce y est donc une ressource précieuse et recherchée. La Marre constitue pendant longtemps la principale ressource en eau, importante densité de population jusqu'à 30 000 en 1946. Et sa dispersion a pour effet une nécessaire multiplication et dissémination des mares sur tout le territoire. Oui. Les réserves font de dolines creusées par l'érosion du calcaire, colmatées par des argiles plus ou moins perméables. Certaines sont entièrement artificielles et causées par l'homme dans des endroits. Elle est le centre de toute vie sociale et économique, véritable lieu de vie, de rencontre, de biens, collecter l'eau de il y a notre fromager là-bas. Oh là, 3 grands fromagers, là, dans le balcon. 3 grands fromagers. Par contre, celui-là, il est en fleurs, vous avez vu, hein, tous les boutons. Et que c'est, on va dire, les journées internationales des zones humides. Et selon la définition de Ramsar, c'est-à-dire les grandes zones humides internationales, c'est une convention internationale des zones humides. Et donc ici, on est bien dans une zone humide, selon Ramsar d'une part, et même selon la définition des zones humides au plan voilà, de la loi sur l'eau nationale. Parce que là, on n'a pas 2 mètres de profondeur. Et ça, c'est une mangrove. Voilà. Une mangrove, c'est comme un bras de mer qui est à l'intérieur de la terre. Là, c'est de l'eau salée. Parce qu'il n'y a que ces espèces qui peuvent supporter l'eau salée. Et quand on voit la taille de ces mangles rouges, c'est le palétuvier rouge ou mangle rouge avec les racines échasses, quand on voit leur structure, c'est forcément une mangrove très ancienne. C'est-à-dire que les Amérindiens ont connu cette mangrove-là. C'est très 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 vieux. C'est séculaire comme les fromagers que l'on a pu voir. En haut là, les fruits qui sont en haut, ils ont germé sous l'arbre. Si tu vois, il y a des fruits là, regarde. Là, tu as des fruits, ils ont germé sous l'arbre. Ils vont pousser sous l'arbre. La graine va pousser, va donner un jeune plant. Et c'est le jeune plant qui va tomber et s'implanter dans la vase. C'est-à-dire... Voilà. Et maintenant, ben, on se rend compte que ce sont des écosystèmes qui sont riches, qui sont productifs, qui sont, voilà, justement, qui jouent des services, qui vendent des services. Ils sont indispensables d'ailleurs. Ils sont indispensables et ils assurent des services, c'est-à-dire ils assurent des rôles. Par exemple, ça, c'est l'équivalent d'une digue. La mangrove qui joue un rôle de peigne naturelle. Ensuite, c'est une nurserie animale, une pouponnière aussi pour la faune, la flore. Et également, un rôle très important, c'est un filtre sonore. C'est-à-dire que quand tu as un aéroport à côté, tu entends moins les bruits et les nuisances sonores. Donc, ça joue un rôle de filtre naturel. Donc aujourd'hui, on calcule effectivement la valeur écosystémique. Il y a beaucoup de travaux sur ça. On peut calculer le coût économique, on a dû penser. On a parlé de l'énergie du vent, de l'énergie de l'eau. Ben là, on peut s'inspirer de cette nature justement pour essayer de trouver des solutions. Et c'est pour ça maintenant qu'on parle de solutions fondées sur la nature. Vous allez beaucoup, par exemple, entendre que maintenant, il faut chercher des solutions en faisant du biomimétisme, c'est-à-dire en imitant la nature. Après l'avoir détruite. Oui. Eh ben, oui, parce qu'on s'est rendu compte, comme souvent, hein, on marchait un peu sur la branche sur laquelle on était donc justement assis. Et donc là, on a une belle formation de mangrove. Hein. Vous avez des auteurs comme professeur Porté-Cop de Marie-Galante. Ben, on est obligé de penser à lui parce qu'ils ont fait un grand travail, justement, avec le parc national, avec la réserve de biosphère qu'on a dans le Nord Grande Terre,
avec des aménagements comme ici qui sont adaptés, qui sont bien intégrés en bois, qui nous permettent de découvrir sa régénération avec tous les jeunes, les juvéniles, comme je t'ai dit, par le phénomène de viviparité, qui s'implante dans la vase, alors que le blanc, il ne fait pas ça. Il ne fait pas de racine et chasse. D'accord. Il ne fait pas de viviparité. Voilà. Le rouge, par exemple, puisqu'il y a toujours un peu de sel qui passe, tu vas voir que des feuilles sont jaunes. Si tu regardes dans le pied, il y a des feuilles qui sont jaunes. C'est comme des reins. Ce sont ces feuilles-là qui vont éliminer l'excès de sel. Voilà. Et après, ces feuilles-là jaunes tombent. Les crabes et tout ça les consomment. Le blanc ne fait pas ça, lui. Le blanc a 2 petites glandes derrière les feuilles. Et ces 2 petites glandes transpirent et excrètent le sel. Donc, ça veut dire que chaque espèce a son adaptation, a sa physiologie et ses adaptations physiologiques. Chaque espèce a ses adaptations. Il faut faire le biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer de la nature pour trouver nos solutions. Alors, c'est ça qu'on appelle médaille aussi. Cette qu'il y a là, on l'appelle médaille. Si vous regardez le fruit, regarde. Ah non, il n'y a pas de financement. Tu vois, ça fait des petites médailles. Voilà. Ça fait des petites médailles. On les voit au sol à terre là, parce que l'eau après peut-être les pousse. On les voit à terre, on va voir ça. C'est une liane. Voilà, voilà le bacopa. C'est ça, c'est une petite herbe de zones humides, d'eau douce. Vous voyez que là, c'est dans cette partie. Et voilà, qui est réputé en tout cas. Oui, ça pousse bien. Ça pousse bien. Ah, ben, d'accord. Voilà, tout ce qui est problème donc nerveux, insomnie, tout de ce genre. Alors, je continue. Attendez, je vous explique le bord de rouge là. Lors de ces élections, donc, il y avait 2 listes. Une liste menée par Victor Schœlcher et Auguste Périnon, et l'autre liste menée par un certain Cyril Bissette et un blanc qui s'appelle Richard. Et alors, le maître d'œuvre de ces opérations commençait un certain Saint-Jean Alonso qui avait été nommé premier maire adjoint de Joinville par Alexandre Gatine qui a emmené le fameux décret du 27 avril 1948 en Guadeloupe. Okay. Donc décret qui est arrivé, je crois, le 6 juin, le début du mois de juin 1948. Donc alors assez rapidement, ils vont organiser des élections. Et ils vont organiser des élections, donc Schœlcher va devenir donc député de la Martinique de la Guadeloupe, et donc c'est Luzy Mathieu qui va le remplacer pour la Guadeloupe. Donc il n'avait pas fait longtemps à l'Assemblée nationale, il y a des problèmes d'argent. Et en 1849, donc le gouvernement provisoire de la Fénabana Lamartine, le Bureau et compagnie, donc ne sont plus là. Donc il y a un autre gouvernement, et c'est à partir de ce moment-là que les représentants des colons vont faire une pression sur ce gouvernement pour réorganiser les élections qui vont se dérouler les 24 et 25 juin 1849 en Guadeloupe et Martinique. D'ailleurs, la campagne électorale est émaillée d'incidents, de troupes à chaud. Et Bissette qui a vu en Guadeloupe, qui a fait campagne en Guadeloupe, mais ça a vraiment très chaud. Hein. Et à Marie-Galante, ça a vraiment très chaud. Très chaud. Et dans la commune de Gambourg-Campagne, le 24 juin, le scrutin se déroule normalement. Et ceux qui n'ont pas pu voter le 24, vont voter le 25. Mais les partisans de Schœlcher ici, notamment Saint-Jean Alonso et un certain Germain, donc ils ont donné des instructions, donc 666 habitants là, et donc c'est sorti là
et un représentant comment, donc, du parti de Schulcher donc arrive comment, donc, le matin au bureau de vote, donc à Pirogue, et il s'est rendu compte que ces nègres-là, il y a un bulletin là, bon, à Bissette, Richard. Donc, alors, quand il s'est C'était un trop quoi. donc, et à partir de ça qu'il t'a dit, donc, il s'est crié ces mouns-là, il a déchiré le bulletin et le faux bulletin, et il a eu, bon, dans le bureau de vote là, il a récupéré le bulletin chercher, il a redistribué, bon, donc, pour, effectivement, et le maire, Théophile Boutkou, c'est le bon terme, et donc, il y avait les policiers, il y avait un gendarme, non, c'est clair, on va quoi. Donc, il a procédé à l'arrestation à Bougla-Sarad, on dénommé Germain. Et c'est là qu'il a rapidé, boum. C'est un nègre quoi. C'est un nègre. C'est un ancien esclave. Il a été carrossé même. Hein. Voilà, oui, donc, alors, il y a descendu à l'émissier, il y a arraché l'émissier, il a foutu l'émission dans le cheval. Et milice là, commandé par Nicolas Welch, conseiller municipal de Gambourg-Campagne, qui a mené pour la cavalerie de Pirogue à Gambourg par le Morne Rouge. Depuis, comme donc devant le bureau de vote, donc il y a des incidents. Donc il a fait river, donc a fait des sommations, il a pété des coups de fusil en l'air, comme ça, donc voilà. Mais depuis quand ils sont partis à Pirogue, il y a une foule qui suit ces messieurs. Et l'habitat est arrivé, donc alors la voie, bah, il laisse les convois l'arrivée à Morne Rouge. Eh bien, on était caché en bois là, et bien comme ça, et il a commencé à foutre ces messieurs Watch, quoi. Et donc, et Nicolas Welch, il fait des sommations. Et donc, eh bien, pour une bâtonne, donc, il foutait des coups de fusil. Et il y a un paquet de monde qui est mort là. Alors, le monde s'appelait le monde Tao-Tanson à l'époque. Monde Tao-Tanson, et donc, et après, donc, c'est devenu Morne Rouge. Combien de morts, on ne sait pas? Je ne sais pas, mais ils ont le mot là. Le mot même. Ils ont tiré dans la foule. Le mot, ils ont tiré. D'élection. Oui, ils ont tiré. Et résultat final des élections. Alors, résultat final, donc Schulcher a gagné ces élections-là. Et Schulcher a gagné ces élections avec son policier, Auguste Périnon, qui est en Minette Martinique, avocat. Et finalement, il y a eu, comme donc alors, ils ont emprisonné mon, ils ont arrêté, ils ont fait des arrestations après les élections. Donc ils ont arrêté Saint-Jean-Lonzo. Alors, est-ce qu'il y a arrêté Saint-Jean-Lonzo pendant qu'il y a été premier adjoint au maire de Gambourg? Ce ne sont pas les mêmes Alonso là. Oui, c'est les mêmes. Il est né donc, à Vieux-Fort. Et donc, il est devenu maire adjoint, premier adjoint au maire de Gambourg. Donc, il a arrêté Missier. Et il a arrêté pratiquement 200 personnes. 200 personnes qui ont emprisonné au fort Delgrès. En attendant le procès de 1800, qui démarre en mars-avril 1850. Alors, bon, il y a une loi dans qui a quitté, mais les plus gros, c'est-à-dire ceux que nous considérons comme les meneurs, sont à Alonso, il y a une dizaine. Donc, c'est spécifiquement des peines de réclusion criminelle. Oui, Alonso, 10 ans de réclusion criminelle. Non. Oui, 10 ans de réclusion criminelle. Parce qu'on considère que c'est lui le meneur. Bon, voilà, le meneur, donc pour ce qui me là. Et 9 de ses camarades. Et donc, il fouillait ces messieurs. Il fouillait ces messieurs en France. Alors, au départ, ces messieurs fait appel. Et ils ont jugé. Les pouvoirs publics ont jugé, enfin les autorités judiciaires ont jugé que bon, si tu fais procès à la pointe, et ça qui mais finalement, j'ai essayé de tenter Martinique, mais ça pas bon. Finalement, mon salut à Bastille, donc il a foutu Alonso en bateau. Et le Germain, il est devenu quoi, Germain? Germain, on l'a relâché au bout d'un an. Pourquoi? Ben, c'est un petit délit, machin, mais bon, mais il n'y a pas tenu un gros motif à laquelle peut-être bon, arrêter ici. Vous expliquer un peu l'histoire de ce site qui est central sur Margaret. Ce n'est pas le plus ancien, mais l'histoire est très riche, puisqu'il existe encore des descendants de cette famille Woodcourt-Woussen sur place. Alors, ce qui est intéressant avec ce site, c'est que vous avez eu, on a sur le même lieu, plusieurs vestiges de cette épopée de l'industrie sucrière et calière
puisque vous avez donc le moulin, vous avez la mare qui est à deux parts. À côté de chaque moulin, il y a toujours une mare. Vous avez également donc la distillerie, vous avez plusieurs technologies qui ont été utilisées, puisque cette industrie a évolué donc, dans le temps. Alors c'est un chef-d'œuvre d'architecture qui a résisté donc, à l'usure du temps, qui a été rénové, retapé. Hein. Donc, vous voyez quand même que les murs ont été, comment dirais-je, nettoyés et sont en parfait état de conservation. Et quelque part, bon, on se rend compte que nous avons un chef-d'œuvre ici, ce qu'on pouvait appeler en fait donc, la proto-industrie. Donc c'est la première phase de développement donc, de l'industrie. Proto-industrie, tout simplement parce qu'on n'utilisait pas encore l'énergie fossile, on utilisait simplement donc l'énergie éolienne pour pouvoir faire tourner donc, les pales de moulin. Alors il n'y a pas de pales ici, hein. Il n'y a pas de pales de moulin, puisque les cyclones ont fait le travail. Hein. Mais jadis, eh bien, c'était un site hyper actif où vous aviez plusieurs milliers d'esclaves qui travaillaient. Il y avait tous les corps donc, de métier. Donc sur le site, on retrouve donc, la prison, on retrouve les distilleries, on retrouve également la cheminée où on produisait donc, le vesou, on produisait également l'alcool, on produisait le vinaigre. Donc il y avait une vie intense. Alors il manque sur ce lieu le cimetière d'esclaves, les cases d'esclaves, d'accord. Donc il manque, on voit la partie, les vestiges de la maison de maître, mais il manque quand même quelques équipements qui pourraient faire comprendre un peu comment on vivait sur une habitation. Donc derrière vous avez la case d'esclaves, vous avez, non pas la case d'esclaves, la case de maître. Dans cette case de maître, eh bien, il y avait une armée de petites mains, ce qu'on appelait des esclaves domestiques hein, qui travaillaient là. Ensuite, le soir, eh bien, on peut imaginer les esclaves qui sortaient de leur dure journée de labeur et qui déferlaient des alentours et qui venaient se reposer donc, dans leur case. Vous aviez également une hiérarchie hein, parmi ces esclaves. Hein. Donc vous aviez les esclaves qui étaient dans les champs, hein. Vous aviez les contremaîtres également. On peut imaginer la présence d'une prison pour les plus récalcitrants. Et l'une des spécificités de Marie-Galante, c'est qu'on ne peut pas fuir. Donc l'île est entièrement ronde, il n'y a pas de lieu pour se cacher. Et c'est vrai que l'esclavage a été donc, d'une violence extrême ici. Quand on regarde un peu le nombre de nègres qui sont arrivés et le nombre de nègres qui existent en fin d'année, on se rend compte qu'il y a eu une véritable hécatombe. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, en me fiant aux données statistiques que j'ai et aux données démographiques, que l'esclavage ici a été d'une violence extrême, avec un taux de mortalité parmi l'un des plus élevés donc, de la Guadeloupe, par rapport à la Guadeloupe continentale. Alors, tout ce travail a fait l'objet de l'ouvrage. Alors tout ça a fait l'objet donc, de l'ouvrage, qui n'est que le début du commencement. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'on a commencé effectivement à répertorier donc, les moulins. Il y a un travail qui est fait avec les historiens, avec les anthropologues, avec les chercheurs, avec également les étudiants qui sont intéressés par connaître un peu leur histoire. Hein, parce que c'est triste de passer dans un site, mais ne pas savoir en fait ce que ce site recèle comme trésor. Donc on est là, on regarde, mais je dirais que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un vrai guide conférencier pour nous expliquer un peu tout ce qui s'est passé là. Peut-être qu'on passe à côté donc, comment dirais-je, à côté d'informations qui nous manquent. Et quelque part, eh bien, un touriste peut être un peu frustré. Alors, juste en face de moi, je vois encore un héritage donc, de ce passé. Un monsieur en train donc, de travailler dans son champ de canne, juste à côté. Ouais. Comme quoi l'histoire eh bien, n'a pas totalement disparu. Donc, nous avons encore des traces de ce passé qui est nôtre, qui est viscéralement nôtre, intrinsèquement nôtre, et qui fait partie de notre culture. Alors, pour revenir aux esclaves, il faut savoir quand même que même parmi les esclaves, vous avez une hiérarchie. Ceux qui étaient les plus jeunes, par exemple, ou bien qui étaient amochés par la nature, hein, qui naissaient, qui ne pouvaient pas bien marcher, etc. Même eux avaient une fonction. C'était les ramasseurs donc, de canne. C'était les ramasseurs plutôt de rats. Donc leur rôle, c'était de tuer les rats. Et chaque fin de journée, eh bien, ils devaient montrer au contremaître le nombre de rats qu'ils avaient tués dans les plantations donc, de canne. Parce qu'il faut savoir que les rats faisaient d'énormes ravages. Et alors même pour les esclaves,
monter l'usine de Grand-Anse. Félix Etienne Bon donc, est devenu directeur technique de cette usine de Grand-Anse. Et il a quitté et pour venir construire une usine centrale ici. Donc cette usine centrale donc, a démarré très bien, je dirais. Mais quelques temps plus tard, en 1877, Félix Etienne Bon donc, va décéder. Quelque temps donc, auparavant, donc, il va devenir maire de Saint-Louis. Et en 1877, il va mourir, mais ses héritiers vont être saisis par le Crédit foncier colonial. Et cette usine donc, a été donc, rachetée par Hippolyte de Retz. Hippolyte de Retz et compagnie, propriétaire de l'usine de Grand-Anse. Donc cette usine l'activité va s'arrêter. Mais la balance commence donc pas loin. Chemin de fer qui arrivait près du cimetière. Comment ça s'appelle démarrer ici? Démarrer du nom Ici, c'était des Maretz. Il y avait des Des Maretz. Ok, des Maretz, famille des Maretz ou de Maretz. Et donc, on a, comme effectivement, le marécage, les marais arrivaient donc pratiquement dans les parages. Quoi. Et donc, ça a pris le nom de des marais. Des marais. Voilà. Il y a quand même la relation avec les marais marécageux. Absolument. Oui, tout à fait. En plus de la famille. Oui. Tout à fait. Démarrer. Mais qu'est-ce que fait ce fameux monsieur Bon avant avec les bons c'est là, notamment Philippe Bon. Mais c'est un descendant. Tous les bons. Le bon vient de là, la famille Bon vient de là. Oui, parce que j'ai très bien connu. Il y a une habitation. C'est pas le collège là. Les gars, énormément. Quand vous aurez le verre en main, vous allez goûter un petit punch, vous retrouverez rapidement la vue. C'est un pas quoi, hein? Vous entendez dire ça? Donne-moi un coup de là, s'il te plaît. C'est un bon choix, monsieur. Alors, c'est bon. Au bon feu? Oui. Alors, ici, c'est bon. Un mojito. Alors, comment on fait? D'accord. Non, ça, c'était ça sur la cellule. Et ça, c'est pour ma chère bouche. C'est pas mal. Alors, monsieur veut un feu. Effet, bourreau. Effet. Donc, on va y aller. Pourquoi tu famille, on va y voir un père là-bas. Et on va dire comme ça, que pour ça, il faut une belle vue. Et là, on finit, il faut pas péter bien là. D'accord? Alors, comme vous avez bien là, comme vous avez peur là-bas, là, on retrouve ta vue ici. Mais on peut être.